bonjour tout le monde, bonne année, joie, bonheur, santé. J'avais dit qu'au bout d'un moment je ne me filmerais uniquement que quand j'aurais la voix cassée, je l'avais dit, je le fais, tu vois. Première bonne résolution de l'année. Vrai, je souffre vraiment, c'est l'horreur. Bref, bonsoir les gens et bienvenue en 2019, et quoi de mieux pour commencer l'année qu'une série de désastreuses aventures? Ça se tient, ça se tient. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire sont 13 tomes écrits par Lemony Snicket, mais pas vraiment, tu vois. C'est l'histoire de 3 enfants, adorables, intelligents et pas trop dégueulasses à regarder, donc toutes les qualités j'ai envie de dire. Sauf qu'ils vivent une vie affreuse depuis que leurs parents sont morts brûlés dans un incendie qui a détruit tout leur manoir, et déjà rien que ça c'est badant. Mais en plus, après ce terrible accident, ils sont envoyés chez une personne absolument affreuse, qui est le comte Olaf. Oui, Olaf, oui, je sais. Écoute, lisez ces romans quand j'étais au collège. Et Olaf, c'était le flip total, vraiment. Une dizaine d'années plus tard, Disney sort un dessin animé avec un bonhomme de neige qui s'appelle Olaf. D'où tu fais ça? Moi, Olaf? Non, enfin, t'appelles pas un bonhomme de neige Toulouse, par exemple. Et maintenant, c'est pour ça que je déteste les bonhommes de neige. Même me dire que Ultima Thule, c'est un bonhomme de neige, je préfère me dire qu'il ressemble à une cacahuète. Enfin, voilà quoi. Donc oui, je lisais les romans il y a à peu près 10 ans, je pense, et ça m'avait beaucoup marqué. Mais c'est uniquement maintenant que je réalise à quel point ça m'a marqué, en fait. Et c'est ces livres qui m'ont fait aimer les sociétés secrètes, les codes, les indices cachés, et plus j'y pense, plus je me dis que si je n'avais pas aimé les orphelins Baudelaire, si je n'avais pas grandi avec les orphelins Baudelaire, je n'aurais peut-être pas eu autant d'amour pour Gravity Falls. Wow, les choix de vie, mon gars. En fait, tout ça, c'est à cause de Jim Carrey. J'ai regardé le film Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire parce qu'il jouait dedans. Voilà, j'adore Jim Carrey, j'adore sa façon de jouer, j'adore sa façon de bouger son visage. Maintenant que j'ai grandi, j'adore ses peintures et ses sculptures, c'est un artiste de dingue. Et j'espère aussi que c'est une super personne parce que j'adore Jim Carrey. Oui, je fais partie de ces gens qui regardent les films des fois avant de lire les livres. En vrai, je crois que c'est rare que j'ai lu les livres avant de voir les films ou les séries. Il y avait La Croisée des Mondes où j'avais lu les livres avant de voir le film. J'avais bien aimé le film parce qu'on pouvait voir les démons et moi je trouvais ça super stylé. Mais bon, c'est pas grave parce que BBC va aussi faire une série La Croisée des Mondes. J'ai l'impression de retourner au collège. En fait, j'ai l'impression de relire les livres que je lisais quand j'étais petite et de les revoir sous un angle différent et c'est génial. J'ai pas l'impression de redevenir petite. Non, c'est la nostalgie. J'aime bien. Étant donné que là je suis à une période de ma vie où tout est en train de changer, j'aime bien le fait qu'il y ait des choses de quand j'étais petite qui reviennent, qui sont un peu changées, mais d'un autre côté c'est un pilier de ma vie, donc du coup c'est cool. Non, j'aime bien les choses, ça évolue, hein, c'est pas comme si je relisais les livres, c'est juste notre vision du livre, et j'aime bien. Pourquoi je disais ça? J'en étais où moi? Ah oui, le film de 2000, je sais pas comment. En vrai, il y a des super bonnes répliques dans ce film, moi j'adore ce film. Et heureusement que j'ai vu ce film en premier, parce que c'est comme ça déjà que j'ai découvert Eleni Browning, qui défonce sa maman. Aussi parce qu'en tant que film, il est bien. En tant qu'adaptation, il est un peu nul parce qu'il a regroupé les 3 premiers livres et ça se fait pas ça déjà. Mais en tant qu'introduction à l'univers de Lemony Snicket, bah le film est plutôt pas mal. Donc j'ai envie de vous dire, regardez le film. Si l'univers vous plaît bien, lisez les livres et après regardez la série si vous avez du temps. Donc voilà, c'est en aimant le film qu'après j'ai voulu lire les livres. Et autant vous dire que je n'étais pas déçue du tout. Enfin, je me dis que ça m'avait déjà à l'époque vachement marqué les désastreuses aventures parce que bah, je suis allée au bout de 13 tomes. Que tu sois un gros lecteur ou pas, lire 13 tomes, c'est énorme. Voilà, donc ça c'est la version que j'ai. Mais ils ont fait une réédition avec toujours quand même les dessins de Brett Elquist. Oh, j'adore ces dessins. 99 mon gars. Nathan 2002. Ouh, ça fait mal quand même. Et des années plus tard, Nigami fit un stage chez Nathan. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Alors voilà, donc ça a été traduit par Rosemary Vassallo. Et donc je voulais déjà remercier Rosemary Vassallo pour son travail de dingue. Même si il y a pas mal de choses qui sont bizarres. Pourquoi avoir choisi par exemple de traduire VFD par VDC? Pourquoi avoir traduit Bad Beginning par Tout commence mal? Parce qu'en fait, il y a des allitérations. Et c'est que à partir du, je sais pas, 5e ou 6e tome que le traducteur a réalisé que ah, faudrait peut-être que je fasse des allitérations quand même. Bah je sais pas, tu pourrais faire quelque chose du style un début déroutant, un début désastreux, tu vois, quitte à te faire... Écoute, c'est quand même vachement bien écrit.
Parce que si j'ai continué à lire, c'est que c'était écrit d'une façon que j'aimais bien, donc voilà. Merci Rosemary Vassalo. Dis pas assez les choses aux traducteurs, parce que les gens sont là, ah la version originale c'est encore mieux, mais ah à 12 ans je savais pas lire anglais frère. Donc faudrait quand même rendre un peu justice aux traducteurs. Donc voilà, cette série m'avait beaucoup marqué quand j'étais petite. Et ensuite, bien des années plus tard, Netflix décide de sortir une série. Je me suis dit, si la déception est grande, la déception sera très très grande. Et j'avais vraiment très peur d'être déçue jusqu'à ce que j'apprenne que Neil Patrick Harris joue dedans. Et Neil Patrick Harris, c'est un mec qui est très clairement amoureux de cette série, vraiment. Il est forcément très amoureux de la saga des Orphelins Baudelaire. Je veux dire, il a écrit un roman qui est littéralement inspiré de l'écriture de Lemony Snicket, sauf qu'au lieu d'être de l'humour noir, c'est des jeux de mots et de la magie. Donc tu sais que le gars, il est à fond dedans, quoi. Il a pas envie de faire de la merde. Certains d'entre vous connaissent probablement Neil Patrick Harris grâce à How I Met Your Mother, que j'ai pas regardé d'ailleurs. D'autres personnes avec beaucoup plus de goût. Je ne dis pas que ceux qui regardent How I Met Your Mother n'ont pas de goût, mais je veux dire que il y a How I Met Your Mother et il y a Dr. Horrible. J'ai même regardé Gone Girl pour Neil Patrick Harris, autant vous dire que j'aurais peut-être pas dû. Donc voilà, lisez ça, c'est vachement bien, parce que Neil Patrick Harris, il adore la magie. Bah si vous aimez les Orphelins Baudelaire, vous allez aimer ça. Et c'est pas moi qui le dis, Lemony Snicket a fait une putain de dédicace. Regardez-moi ces personnages. Déjà, il y a des jumeaux, ensuite un petit blond, ensuite une personne en chaise roulante, et ensuite une personne de couleur. Même deux, boum, boum. Voilà quoi, Neil Patrick Harris, c'était comment dire, un gage de qualité. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs, en fait tous les acteurs sont parfaits, la vache. Je veux dire, les acteurs sont tellement bons que même lorsqu'il y a un petit défaut d'écriture, bah ça passe super bien. En fait c'est vraiment après avoir visionné la série que j'ai pris du recul et j'ai fait ah, il y a des trucs qui sont bizarres quand même. Il y a quand même quelques défauts dans cette série. Surtout dans la saison 3. Après, je peux comprendre parce qu'il y avait beaucoup de non-dits dans les livres. Ce qui est normal, c'est l'ambiance de l'histoire. Et même si c'est frustrant pour le lecteur, c'est compréhensible. Parce que c'est l'intérêt de l'histoire. Mais la série a voulu remplir ces non-dits. Et parfois, ça reste plausible. Parfois, un peu moins. Et le pire, c'est quand c'est fait à la va-vite. La scène que tout le monde attendait et redoutait le plus, c'est la scène de l'opéra. Et j'aimais beaucoup le concept des flèches empoisonnées, je sais plus s'ils sont dans les livres, mais j'aurais préféré qu'ils ne disent pas tout. Donc voilà, il y avait l'opéra, il y avait aussi ce petit truc par exemple, dont on en parle pas mal sur Tumblr, c'est qu'il y avait un personnage qui avait l'occasion de tuer beaucoup de personnes d'un coup, et qui ne l'a pas fait, et c'est tellement pas le type du personnage en fait. Et s'il y avait eu évolution, et ben on l'a pas bien vu. Donc c'est dommage. Voilà, pas mal de petits trucs comme ça qui font tiquer durant la saison 3, une saison 3 que j'avais regardée assez rapidement pour être honnête, parce qu'en fait j'avais hâte de voir la fin, parce que j'adore la fin, dans le sens où j'adore la fin de la série, mais aussi j'adore le tome qui s'appelle La Fin, qui est le titre du dernier tome aussi, voilà. Je veux dire, waouh, je suis tellement triste pour les personnes qui regardent la série avant d'avoir lu les livres, parce que vous ne ressentirez jamais la sensation que j'ai eue quand j'ai lu le dernier mot. Le dernier mot de la série des désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire, les gars. Le petit plot twist qui change pas toute l'histoire, mais qui était totalement inattendu comme devrait être un plot twist, et qui du coup te fait faire « Oh !» Ça, je trouve qu'il a été super mal amené dans la série Netflix, parce qu'on le voit arriver gros comme une maison sur un camion au milieu du désert, c'est... Oh. La saison 1 était mieux mise en scène, pour plein de raisons. Mais surtout parce qu'ils ont quand même réussi à faire un plot twist même pour les lecteurs des livres, et ça relève du génie, je suis désolée. En même temps, la saison 1 a été énormément prise en charge par Daniel Handler, qui est le véritable auteur des Désastreuses Aventures, suivez un petit peu. Il y avait aussi pas mal de références contemporaines, et j'adorais ça, l'ambiance, tout était parfait. La saison 2 était un peu différente, mais pas trop dégueulasse. De toute façon, je pense qu'avec la série des Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire, que ce soit en tant que livre, c'est un pied dans l'inconnu, c'est très compliqué parce que l'univers est très complexe. Déjà dans le livre, Daniel n'avait pas tout instauré. Et d'ailleurs c'est vachement cool parce que dans la saison 1 par exemple, il existe une longue vue. Et je me souviens pas que les longues vues apparaissaient dans les livres. Par contre, il apparaissait dans le film avec Jim Carrey. Alors je sais pas si c'est Daniel, oui je l'appelle Daniel, voilà je l'appelle pas son prénom, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas si c'est Daniel pendant qu'ils ont fait le film qui a fait hey, il y a une longue vue les gars, il y a une longue vue. Si c'est les gars de Netflix qui ont dit tiens on va reprendre la longue vue du film, mais moi je trouve ça cool.
qu'il y a un lien avec le film. Mais donc voilà, adapter les livres, c'est forcément une prise de risque, parce que c'est pas tout le temps le même schéma. Il y a pas mal de retournements, etc. Et en tant que série, en fait, un seul livre est un seul et même schéma. Mais le deuxième livre, c'est différent, c'est un autre univers, etc. Enfin, je sais pas, par exemple, on peut très bien remarquer dans les premiers livres, les orphelins Baudelaire vont chez un tuteur, le comte Olaf se déguise, il se passe tout un truc, alors les orphelins Baudelaire vont chez un autre tuteur, le comte Olaf se déguise, blablabla. Et petit à petit, ça part en cacahuète, quoi. Donc c'est difficile de suivre le fil rouge, surtout étant donné que des fois, il part dans tous les coins. Pour les 3 ou 4 premiers livres, il est bien installé, parce que depuis le temps qu'on les a adaptés, vus et revus, ces 4 livres, on a une base qui est solide, tu vois. Mais après, petit à petit, quand tu avances dans le truc, c'est vrai que ça peut s'effilocher, donc... Mais voilà, j'aimais bien la saison 2. La saison 2 était vraiment pas dégueulasse, j'avais bien aimé. Et puis les nouveaux personnages, ils étaient... Waouh, ils étaient bons. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des nouveaux personnages qui arrivent. Vraiment, ça c'est chouette. Mais pour la saison 3, on laisse totalement de côté le schéma nouveau tuteur, nouveau déguisement d'Olaf. En termes de nouveaux visages, on a plus grand monde. Ouais, 3 personnes, je dirais. Par contre, il y a du changement en termes de personnages. Là, les personnages évoluent. Et là, c'est vrai que la saison 3 était hyper intéressante à ce niveau-là, sur la complexité des personnages. Le problème, c'est qu'ils l'ont mal mis dans l'ordre. Et ils n'ont pas très bien fait pour certains personnages. Oh, et puis il n'y a pas de nouvelle chanson. What? Et le dernier épisode, alors déjà, d'où tu fais le dernier tome en un seul épisode? Parce que, comment dire, c'est le roman le plus long. D'où tu fais ça? Et puis c'est surtout mon roman préféré, c'est celui où tu réalises le vrai message que veut faire passer l'auteur. Et le roman qui m'avait fait découvrir une autre facette du comte Olaf. C'est peut-être aussi de ce roman que j'ai tiré mon amour pour les personnages qui évoluent. Damn, ces romans m'ont vraiment marqué quand même. Parce que autant je me souviens pas de beaucoup de répliques, et du coup, tandis que d'autres oui, et du coup quand les répliques sortaient dans les épisodes, tout le monde était là, ouais, trop bien. Ah, il y a qu'une seule réplique qui m'avait marqué. J'attendais cette réplique. Et cette réplique, évidemment, elle était dans la fin. Après, je sais pas, est-ce que j'en attendais beaucoup de l'épisode final? J'ai même flippé ma race, parce que l'avant-dernier épisode, le pénultième épisode, pénultième, ça veut dire avant-dernier, ça aussi, je l'ai appris grâce aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Waouh, cette série m'avait appris tellement de choses et tellement de mots, c'est dingue. Le pénultième épisode finissait et on avait l'impression que c'était la fin de la série. Le narrateur disparaît, qui est une très très bonne idée par exemple, et ça se tenait aussi que la série finisse ainsi. La série aurait pu finir ainsi, et franchement ça aurait été stylé. Bon, ça n'aurait pas effacé toutes les incohérences, mais ça aurait tenu dans le propos de l'auteur. Mais j'avais quand même hâte de voir la fin, parce que c'est la fin. J'ai pu éviter des erreurs comme par exemple cette histoire avec Ishmael, et la vérité sur le sucrier, et j'étais déçue. Ou alors peut-être que les adultes, les personnages, on dit ça aux enfants parce qu'ils se sont dit que les enfants ils arrêteraient pas de chercher tant qu'ils sauraient pas la vérité, et du coup ils se mettraient dans des bordels pas possibles si jamais ils continuaient de chercher, alors du coup ils leur ont dit ça, mais en fait peut-être qu'ils leur ont menti. Eh mais ça se tiendrait de ouf. Ne pas faire confiance aux adultes, tout ça. Parce que, enfin ce serait bizarre que ce dernier épisode soit bâclé vu que c'est Daniel qui l'a fait, enfin, c'est tellement rapide. Comme je disais, cette série a rempli des non-dits à la va-vite, et c'est et la série se finit bien pour beaucoup de personnages, et c'est pas ça les livres que j'ai lus. Pourquoi t'es pas allé au bout de ton délire, Daniel? Pourquoi t'es pas allé au bout de la frustration? Parce que l'intérêt de l'histoire, c'est que la vie est compliquée, et que parfois on n'a pas toutes les réponses. Et dans la série, les réponses sont soit bâclées, soit en trop. Bon, au moins ils ont pas ruiné la dernière scène avec Olaf, qui était juste parfaite. Je suis quand même passée de terrifiée par Olaf, le prenant pour le monstre de mon enfance, je disais, traumatisée par le prénom, à vouloir le protéger comme si ma vie en dépendait. C'est ce qui s'appelle grandir, tu vois. Avoir un crush sur les méchants dans les fictions, je veux dire. Mais, à part ces petits moments de perturbation de... pourquoi tu m'as dit ça? Je voulais pas savoir la vérité, elle était quand même vachement nulle. Cette série dans sa globalité est vraiment géniale. Elle est un ajout à la lecture, enfin c'est comme ça qu'il faut prendre les adaptations, un ajout à la lecture. Et là vraiment, non, plus vraiment lisez les livres avant de regarder la série quand même. De façon générale,
dis pas qu'il faut un ordre spécifique ou les livres avant les films ou les films avant les livres, mais là pour le coup vraiment lisez les livres avant de regarder la série, je vous en supplie. Enfin cela dit, la série permet peut-être au roman de mieux se faire connaître, donc c'est cool, je suis joie. En plus nous avons de la représentation LGBT+, et oui messieurs dames, et aucun king shaming même je dirais, et pas mal de diversité aussi, ce qui est méga classe, avec une petite touche de féminisme. On n'en a jamais assez. Et oui, franchement, quand même, lisez les bouquins avant de regarder la série. Mais voilà, c'est vachement cool que cette série existe. Il y a des éléments en trop, mais il y a d'autres éléments qui ont été rajoutés qui sont vraiment bien et qui peuvent, bah je sais pas, selon ton point de vue à toi, agrandir l'univers de Lemony Snicket et peut-être même te donner des idées pour des fanfictions, je ne sais pas. Vu que comme dans les livres, on ne sait pas tout, nous, en tant que lecteurs, on peut peut-être ajouter des choses. Et c'est ça qui est chouette aussi avec cet univers. Donc voilà, c'est bien, j'aime bien cette série. Merci aux cadreurs et aux costumiers et aux décorateurs parce que visuellement aussi c'est une tuerie. On rentre dans l'univers très très vite sans trop savoir quel est le lieu ou l'époque. C'est vachement cool parce que même si on ne sait pas trop où on se situe, bah on y va quand même directement. Il y a pas mal de gens qui ont comparé l'univers visuel avec Wes Anderson. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis vraiment c'est comme dans le livre, c'est dans le film avec Jim Carrey, il y a beaucoup une petite touche gothique, alors que là c'est très coloré et non franchement j'aime beaucoup. Et merci aux acteurs qui, comme je le dis, ont fait un boulot de dingue, formidable. Vous êtes tous beaux. Neil Patrick Harris, merci beaucoup d'avoir joué le comte Olaf, vraiment. Merci. Et bravo à tout le reste de l'équipe, vous avez tout déchiré. En plus, vous avez donné envie à ma petite sœur de 11 ans, qui n'est pas une très grande lectrice, de lire les bouquins de Snicket. Et pour moi, ça, c'est une très grande victoire. Et du coup, probablement que moi aussi, je vais relire. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas, ici, le monde est paisible.